C'est un président visiblement révolutionnaire qui s'est adressé à son peuple ce jeudi 11 juillet. Un président qui rêve d'un Burkina nouveau, un Burkina débarrassé de toute pauvreté, un Burkina où la valeur cardinale restera et demeurera l'intégrité. Dans ce regard sur l'avenir, nous allons nous intéresser au nouveau mandat de 5 ans accordé au président du Faso. Que retenir des grandes orientations? Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur la C360, la télévision panafricaine. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de 4 invités. D'abord, M. Abdoulaye Nabaloum. M. Nabaloum est le président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, Campao. Bonsoir, M. Nabaloum. Bonsoir, M. Davida. Bonsoir à l'ensemble de mes co-panélistes et bonsoir à l'ensemble des auditeurs de la chaîne 360. C'est 360. Alors, deuxième invité sur ce plateau, M. Alouna Traoré, il est militant de la Révolution d'août 1983. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir. Troisième invité, Labidi Naba, il est le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso, Faso Cause. Bonsoir, Labidi. Bonsoir, Davira. Bonsoir à tous les téléspectateurs de C360. Quatrième invité, Naba Sebgo, il est chef coutumier et analyste politique. Bonsoir, Naba. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Naba, merci également d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet d'intérêt national. Alors, acquisition et renforcement des effectifs de l'armée, un point d'honneur sur la méritocratie dans l'administration publique burkinabé, mener une diplomatie de vérité, mettre en valeur notre culture et nos savoir-faire endogènes, recadrer la communication en porte-à-faux avec l'intérêt supérieur de la nation et travailler à améliorer, donc à atteindre justement l'autosuffisance alimentaire sont entre autres volontés du président du Faso pour les 5 prochaines années. Il a affirmé face aux forces vives de la nation ce jeudi même. Alors, pour commencer, là-bas, Labidi, pour planter le décor, déjà, on a vu un président décontracté qui n'a pas lu son discours, déjà, du point de vue de la forme. Quelle analyse vous en faites? Merci, M. Davira. Il faut dire qu'avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré, depuis son avènement au pouvoir, il a toujours parlé avec le cœur. Il a toujours sorti les choses, les mots, dans une certaine sincérité, dans une certaine véracité. Et c'est pourquoi, comme lui-même le dit, il implémente. Comme beaucoup d'autres révolutionnaires, je pense à Thomas Sankara et bien d'autres, la diplomatie est véridique. Voilà. Nous ne sommes plus dans la diplomatie des subterfuges. De camouflage oui, où il faut... de camouflage, où on enrobe les choses pour embarquer et pour tromper le peuple. Donc, il faut dire que le 25 mai, le peuple burkinabé, dans son ensemble, a porté un message et a accordé au camarade capitaine Ibrahim Traoré un mandat de 5 années pour gérer ce pays-là. Non pas sans l'avoir vu à l'exercice. Disons, 20 mois s'étaient passés et le peuple s'est convaincu que cette dynamique-là est la bonne et qu'il fallait poursuivre. Alors, il lui fallut qu'il y ait cette rencontre pour non seulement revenir sur un certain nombre de choses comme il l'a fait. Et donner les grandes orientations Absolument. pour les 5 prochaines années. Alors, Naba, appréciation, point de vue fort avant qu'on entre dans le fond du sujet. Bon, pour moi, c'est un devoir de redevabilité. C'est vrai que ce n'est pas un mandat électif. Il est venu par les armes, mais c'est un pays pour tous. Donc il faut peut-être forcément rendre compte et expliquer ce qu'on a en projet pour les 5 années à venir. Parce que le peuple l'attend beaucoup sur le plan sécuritaire, le peuple l'attend sur le plan agricole. C'est les points essentiels, je pense. Donc ce qui a été fait aujourd'hui est grand, salutaire. Je crois qu'il a les coudées
frange pour pouvoir avancer. Ce qui est sûr, il sera jugé au résultat et nous attendons de bons résultats. Nous souhaitons qu'il arrive effectivement à bien mener le combat qu'il est en train de mener. Il a encore pour une fois affiché l'image du Burkina sur le plan international, même si ça ne plaît pas à l'impérialisme. Mais ça nous rappelle encore l'ère Sankara, où ceux qui ne connaissaient pas le Burkina ont réappris à connaître le Burkina. J'ai même vu des écrits au Nigeria où le peuple nigérien souhaite avoir ils disent que le Nigeria mérite un président comme le nôtre. Comme le président du Faso. Comme le président du Faso. Voilà. Donc quand vous parcourez un peu les médias de certains pays, vous voyez que nous avons une grandeur que nous ne connaissons pas la valeur. Est-ce qu'on dira que le président est bien apprécié à l'extérieur plus qu'à l'intérieur? Il est mieux apprécié à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que de l'intérieur, on dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. De l'intérieur, nous ne savons pas qui il est, nous ne voyons pas sa valeur, sauf ceux-là qui réfléchissent par deux fois avant d'accepter les choses. Mais il y en a qui pensent seulement que non, il faut qu'il quitte, il faut qu'il quitte. Même si c'est un âne qui va venir, ce n'est pas leur problème. Et dans toutes sortes d'organisations ou de peuples, il y a ces gens-là qu'il faut faire avec. Voilà. Il faut faire avec. Monsieur Traoré, appréciation, point de vue forme. Le président a été égal à lui-même. Comme d'habitude. Dans un langage franc, pédagogique, simple, il a expliqué au peuple qui l'impérialisme c'est qui. Après 20 mois de pouvoir, il est aujourd'hui à même d'expliquer comment le monde est organisé. Il a donné l'exemple du triangle. Au sommet, les prévaricateurs, les dominateurs, les exploiteurs, les pilleurs. En bas, suivez mon regard, l'empire du mal. Et il les préfère encore mieux que nous. À la troisième pointe, l'Afrique, c'est les sauvages, c'est les lieux des matières premières. Les usines, tout se trouve au nord. Donc le président a expliqué aujourd'hui dans un langage simple ce qu'est l'impérialisme, comment le monde est organisé. Ensuite, il a défini ce qu'est le Burkina. Il a passé en revue toute l'administration, les croyances établies, comment l'école nous a formatés, et dans un tel contexte, féliciter le peuple pour avoir donné 60 mois, et ce qu'il compte faire pendant les 60 mois. Et tout ça sans langue de bois, et ça, dans un vraiment, c'était très pédagogique et instructif. En tout cas, j'ai tiré un grand plaisir. Alors, monsieur du Campao, monsieur Nabaloum, appréciation au point de vue forme avant qu'on entre dans le vif du sujet. D'accord, merci. Sur la forme, je dirais d'abord le peuple qui a été présent à cette cuvée du stade témoigne réellement l'engouement envers le président, son Excellence Ibrahim Traoré. Alors, sur le discours prononcé par le président Traoré, d'abord l'aisance qui a été indiquée déjà par mes prédécesseurs. De façon décontractée, quelqu'un qui maîtrise son sujet. Mais au-delà de ça, c'est dire que le président fait corps avec son peuple. C'est ce que vous avez constaté là-bas. Tout à fait. Et vous voyez que c'est ce qui a fait que le discours n'a pas été lu. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça montre au peuple qu'effectivement, il n'est pas là pour enrober ou pour inventer des programmes politiques, si je vais le dire. C'est un président qui s'inscrit dans un changement de paradigme. Justement, c'est ce changement de paradigme-là qui fait que de plus en plus, les populations expriment ce sentiment de fierté, de dignité envers lui, qui caractérise vraiment sa volonté, son courage et son engagement à servir son peuple. Donc, au-delà de cette aisance-là, il y a la constance. Le discours a été prononcé
à plus d'1h30, 1h40 si je ne me trompe pas. Et si vous suivez, si vous reparcourez le discours, vous voyez que le discours il a été constant. D'abord, à l'entame, il l'a structuré en 3 parties. Et lorsque vous écoutez les 3 parties, à aucun moment il y a un vide. Vous restez concentré du début jusqu'à la fin. Et là, c'est très fort. Ça marque les esprits, ça marque tellement l'engagement est si fort envers son peuple. En tout cas, on l'a dit, c'est un président visiblement décontracté qui n'a pas mâché ses mots au plan diplomatique. Il veut mener une diplomatie de vérité, une diplomatie sans langue de bois. À propos, nous allons écouter ce petit extrait, lu donc face aux forces vives, et nous revenons sur le plateau pour en débattre. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Alors, c'est un président qui tient à dire la vérité et toute la vérité à son peuple. Nabal Abidi, quel est le regard que vous portez sur cette façon de faire au plan diplomatique du président du Faso? Non, il faut dire que c'est la meilleure attitude que chaque chef d'État devrait avoir vis-à-vis de son peuple. On est chef d'État, peu importe la manière dont on est parvenu au sommet du pouvoir. On a, une fois après s'être établi, cette responsabilité de porter les aspirations profondes du peuple. On a cette responsabilité de pouvoir parler à bâton rompu avec son peuple. Le discours du politiquement correct a toujours participé dans des pays où les masses populaires, les masses fondamentales ont été maintenues dans un carcan où ils ne connaissent pas le formalisme venu d'ailleurs, a toujours participé à les embrouiller, à les maintenir dans un niveau pour mieux les exploiter, pour mieux les tromper. Alors, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a décidé, ou du moins, ce n'est pas une décision, en fait, c'est un état d'esprit, c'est un état de fait que l'on porte. Et vous verrez que c'est quelqu'un, depuis son enfance, dans son cursus scolaire et universitaire, c'est quelqu'un qui est toujours resté comme ça. Et toujours constant, droit dans constant, voilà, à dire les choses telles que, voilà, et vous pensez que c'est la meilleure façon de faire? Et il dit avoir des preuves, ça veut dire qu'il ne ment pas aux populations, justement. Mais bien sûr,
Vous savez, pour celui qui veut être honnête, il sait très bien, mais déjà, dans cette guerre communicationnelle qu'on nous a imposée, à la suite de la guerre terroriste, mais vous voyez combien de nos compatriotes sont retranchés là-bas et combien et comment ils portent encore des flèches acérées contre leur propre pays, dans un pays voisin et frère qui pourrait justement engager des procédures contre ces derniers. Mais rien n'y fait. Rien ne s'y fait. Donc, il faut se dire, au sommet de l'État, quand on parle de preuves et quand on parle d'un certain nombre de choses, c'est que l'évidence est notoire et que le peuple devra tout simplement faire corps avec ce message pour se dresser contre l'ennemi, mais pas contre le peuple ivoirien comme... très clairement. Le président a été on est plus clair là-dessus. Il n'y a pas de problème entre nos populations. Nous, Burkinabés, on n'a pas de problème avec les Ivoiriens. Nous, Burkinabés, on n'a pas de problème avec le peuple du Bénin. Il a dit ça très clairement. Tout à fait. Mais vous verrez les manipulateurs venir nous dire qu'il a dit, qu'il a adressé un message à l'encontre de ces peuples-là. Alors, Naba, le président a été clair. Nous n'avons pas de problème avec les peuples frères de la Côte d'Ivoire ni du Bénin. Mais le problème se trouve au plan des postures politiques. Quelle analyse vous en faites? Non, mon analyse, c'est une vérité, une franche vérité, parce que effectivement, quand vous regardez le comportement d'un certain nombre de pays voisins, des dirigeants d'un certain nombre de pays voisins, tu te demandes s'ils sont issus de notre Afrique. C'est le problème, en réalité, le peuple burkinabé et le peuple ivoirien n'ont pas de problème. C'est un peuple trop mixé. C'est un peuple trop mixé. Des Ivoiriens ont épousé des Burkinabés, des Burkinabés ont épousé des Ivoiriens. Le Bénin, pareil. Mais quand des dirigeants se mettent dans la peau de l'impérialisme pour vouloir destituer, déstabiliser le pays de leurs propres frères, bon, c'est très difficile à comprendre. Mais je pense que l'attitude du président par rapport à ces propos franches-là laisse voir effectivement que le pouvoir appartient au peuple. Et à partir du moment où le pouvoir appartient au peuple, quelle que soit la diplomatie utilisée, il faut informer le peuple. Il faut dire la vérité au peuple. Il faut dire ce qui se passe réellement au peuple. Et exactement, c'est ce que Thomas Sankara faisait. Ça fait mal. Ça fait mal, par exemple, à l'ennemi. Mais ça plaît. Et ça plaît et ça permet aux citoyens normaux de comprendre ce que son pays traverse. Parce qu'il faut réécrire l'histoire. C'est l'histoire qui s'est réécrite comme ça. Un jour, peut-être que nos enfants parleront de ça à l'école. Il fut un temps où la Côte d'Ivoire, où le Bénin, et chacun sera devant ses responsabilités. Et il a même donné des exemples, M. Traoré. Le Burkina a logé des djihadistes à un moment donné dans l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, nous tirons toutes les conséquences. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'alerter ces pays-là qui acceptent aujourd'hui recevoir donc des bases militaires françaises le Bénin d'aujourd'hui ressemble curieusement au Burkina d'hier. Le camarade président, dans la pédagogie, parce que la révolution, c'est aussi la pédagogie. Le 2 poids, 2 mesures. Aujourd'hui, le Burkina, tous les États de l'AES parlent en liberté. Mais les colonies, les pays colonisés qui répondent aux oukases de Paris, leur comportement est à 1000 lieues de la réalité. Naba venait de dire tout de suite, des dirigeants, pour ne pas les citer, qui ne sont pas à l'AES, répondent des ordres. Leur comportement est incompréhensible. Les peuples ne les comprennent pas. Maintenant, d'où vient leur attitude? C'est dicté par l'étranger. Sinon, suivez mon regard. La CEDEAO a des comportements vraiment éculés. Mais la CEDEAO répond à un agenda. Les pays ne payent pas leurs cotisations. Là n'est pas le problème. Mais entre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien, il n'y a jamais eu de problème. Mais nous avons mal
ils ont mal à leur gouvernance. Nous sommes libérés et aucun Ivoirien ne viendra nous dire que la Côte d'Ivoire n'héberge. En plus des bases, ils hébergent tous les apatrides du Burkina. Tous ceux qui écrivent contre le Burkina. Le second, il a été dit sur ce plateau, le second de l'ANR est en Côte d'Ivoire où il a trouvé gîte, pour ne parler que de lui, mais tous les opposants sont hébergés. Comme hier, au Burkina Faso, nous logeons les terroristes et tous ceux qui se préparaient à aller en Côte d'Ivoire, nous les avons hébergés ici. Donc, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire comme au Bénin, ils peuvent s'attendre, on peut leur faire, c'est pas le charlatan, ils vont avoir hébergé ces gens-là, héberger le terrorisme, attendez, le terrorisme viendra. Alors, monsieur Ndabaloum, sur ce sujet de la diplomatie, est-ce que le président ne veut pas aussi alerter ces dirigeants d'autres pays qui font toujours, je ne dirais pas accointance, hein, mais qui hébergent toujours ces bases militaires françaises chez eux, de par l'exemple qu'il a donné, hein, l'exemple du Burkina, où aujourd'hui nous payons de lourds tributs à cause de ce comportement d'hier. Effectivement, le président a tout à fait raison, parce que ce que le président dit, ce n'est pas un discours, c'est une expérience vécue. Et l'expérience vécue, c'est ce que vous dites tantôt. Nous avons hébergé les terroristes ici, et voici ce que ces terroristes-là nous créent aujourd'hui comme situation d'insécurité, d'instabilité humanitaire liée. Le deuxième point d'expérience lié à ça, c'est effectivement les bases militaires. Au Burkina Faso, nous avons eu des bases militaires. Au Mali, nous avons eu les bases militaires françaises. Et nous avons compris à un moment donné qu'effectivement, ces bases militaires-là constituaient un problème pour notre société même. Et c'est ce qui a prévalu que, effectivement, ces bases militaires-là soient chassées de nos pays. Et vous avez vu que depuis que ces bases militaires ont été chassées, effectivement, nos armées ont pu prendre le dessus, contrairement à ce qu'ils avaient prétendu dire qu'il fallait leur aide, il fallait leur accompagnement. Donc ça, c'est le deuxième fait d'expérience. Le troisième, c'est tout récemment le Bénin et le Niger, qui est une expérience encore vivante. Le Niger a été niette sur ce qui concerne l'oléoduc qui doit transporter le pétrole, et le Niger a dit clairement que le Bénin collabore avec les ennemis du Niger, et pour ça nous n'allons pas accepter cette collaboration-là. Et il a fallu que les anciens présidents béninois se déplacent pour aller à Niamey, rencontrer les dirigeants nigériens qui ont clairement indiqué voici les points de désaccord qui font que nous ne pouvons pas collaborer avec le Bénin. Nous avons fait corps avec le Niger et le Mali en créant l'Alliance des États du Sahel, et Dieu merci, on est arrivé à la confédération. Alors, déjà avec le Bénin, c'est clair que nous faisons frontière avec le Bénin. Donc si le Niger a pu effectivement avoir, c'est que nous sommes dans le même bateau avec le Niger. Donc ça, c'est une évidence. Pour la Côte d'Ivoire, les deux expériences que je viens de donner témoignent de ça. Et j'ai la chance, moi, j'ai mes parents qui sont, et moi-même je suis né au sud-ouest du Burkina Faso, qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Et nous avons, moi-même étant petit, on traversait notre village pour aller dans les villages environnants de la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, bon, c'est vrai que comme nous sommes ici à Ouagadougou maintenant, mais on a toujours de la famille qui est au-delà de la frontière. Mais il est clairement établi que les terroristes sont à la frontière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Et nos parents qui se déplacent là-bas, les rencontrent. C'est du vivant, c'est pas que j'invente, c'est du vivant. Et lorsque le Niger a effectivement, lorsque nos bases militaires, les bases militaires françaises ont été chassées, d'autres ont été redéployées en Côte d'Ivoire. Le Niger a renvoyé la base militaire des États-Unis, ils veulent se déployer en Côte d'Ivoire. Alors, si quelqu'un est mon ennemi et que vous le récupérez comme ami,
Donc, et nous ayant tiré les expériences de ces différentes collaborations-là, nous savons les résultats que ça nous a produits. Il y a de bonnes raisons. D'où l'alerte lancée. Il faut qu'on alerte d'abord les dirigeants de leur comportement, mais en plus les populations pour leur indiquer que attention, faites attention à ce que les dirigeants décident pour vous, parce que c'est vous qui allez payer le lourd tribut plus tard. Alors, le président du Faso a également parlé de la fonction publique où c'est un assainissement qui sera opéré à ce niveau-là et un accent particulier sera accordé à la méritocratie pour les 5 prochaines années. Naba Labidi, quelle est l'appréciation que vous en faites? Oui, vous savez que sur le plan de l'administration publique, pardon, voici un organe qui constitue le moteur véritable d'un État. C'est l'administration publique qui pompe et qui tire l'État. Et l'exécutif est quelque part, mais dans la chaîne d'exécution, dans la chaîne de commandement, il y a cet appareil, l'administration publique, qui est chargé d'opérationnaliser, de mettre en œuvre voilà, la vision, de traduire ça en acte sur le terrain. Mais quand cette administration, dans sa structuration, connaît des problèmes, quand dans cette administration, on a des agents qui ne sont pas portés véritablement à la vision et à la dynamique que veut le sommet, on a toujours des difficultés, des problèmes, parce que des décisions se prennent, de bonnes décisions se prennent, mais dans la chaîne de commandement, il y a des problèmes d'exécution et les populations, le peuple le ressent. Vous savez que le camarade capitaine, dès l'entame de son pouvoir, a dit que tout était urgent. Mais le tout était urgent ne s'est pas ne s'est pas traduit sur le terrain. Non. Il y a des dossiers qui dormaient toujours. Il y a justement un laisser-aller qui se faisait toujours, parce qu'on a une administration, comme je le disais tantôt, dans sa structuration, est une administration, on a même dit que c'est une administration qui fait du social. Non, au lieu de jouer son rôle et de donner des services non marchands au peuple, conformément à une certaine vision, on a une administration où on a des acteurs qui, malgré souvent certaines erreurs, certaines fautes, ne sont pas traduits en conseil de discipline, parce que ça n'existait que de nom. Il y a aussi que dans cette administration, il faut la régenter afin de poser un appareil plus opérationnel, plus performante. Et je pense que c'est de bon ton quand le président du Faso revient là-dessus, et vivement que ça soit mis en œuvre rapidement. Pour le bonheur des populations pour les 5 prochaines années. Naba, alors quel est le regard critique que vous portez sur la vision politique du chef de l'État concernant la fonction publique? Bon, pour moi, concernant la fonction publique, il faut réorganiser l'administration publique. Il faut la réorganiser. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Surtout le côté scolaire, côté santé et autres. Il faut vraiment... Il faut dépolitiser l'administration publique, il faut encourager la méritocratie. Voilà, il faut dépolitiser, il faut permettre à ceux qui méritent effectivement d'être dans des hauts lieux de la fonction puissent l'être, que d'accéder au poste par tes relations ou bien par tes connaissances d'X ou Y. Aujourd'hui, vous allez voir que dans un service, moi je peux être directeur général pendant que mon second est mieux que moi. Voilà, ou bien le dernier même de l'administration est mieux que moi. Alors je crois qu'il faut revenir à ça, peut-être même organiser des concours d'accès à un certain nombre de postes dans les ministères, dans les services publics, au lieu que ce soit des nominations, que ce soit des concours d'accès. Tu veux être DG, on ne te donne pas, tu fais un concours, tout le monde fait, celui qui gagne, il est directeur général. Tu veux être ceci, on organise un concours et vous passez. Au lieu que ce soit le ministre
Alors, si le ministre doit nommer des gens, il nomme ses copains. Si le président doit nommer, il va nommer ses copains. Mais si c'est un concours, c'est ça la méritocratie. Donc, si le président parle de la méritocratie, il va falloir effectivement aller à une transparence totale, permettre à ceux qui ont des connaissances d'un certain niveau de pouvoir accéder à leur poste de mérite. Sinon, aujourd'hui, l'école burkinabé fournit des savoirs inutiles. Tu vas voir des ingénieurs au niveau de certains ministères, pendant que le ministère va peut-être payer les services d'un cabinet dehors pour un certain nombre de... Et tout ça, ça doit être arrêté au plus vite. Voilà, au sein du service, il y a des techniciens qui ne sont pas utilisés. Ouais. Et c'est un vaste chantier qui attend le chef d'État et il entend en tout cas apporter des réformes pour les 5 prochaines années. Alors, M. Traoré, regard critique par rapport à ce qui a été dit. L'analyse est simple. La fonction publique, nous l'avons héritée de la coloniale. La bureaucratie, la lourdeur administrative procède d'un état d'esprit. De coloniser, éduquer à l'occidental, travailler pour l'Occident. Vous comprenez donc ces gouverneurs de région en Afrique qui sont au service de la France, chargés de convoyer. Donc toute la niche, toute la petite bourgeoisie est là-bas. On rentre, c'est une fonction publique de carrière. Comment faire? Vous rentrez un jour à la fonction publique, vous en avez pour 30 ans. Ce n'est pas une administration de résultats, c'est une administration de carrière. Donc de ce point de vue, il faut renverser. L'école à refonder, notre administration est à refonder. Ça devrait être l'administration de développement, c'est une administration qui produit des résultats. On n'est plus dans la théorie et l'administration est hors sol. Vous vous demandez, il a parlé des syndicats à l'occasion. C'est un corps qui ne dépend que des intérêts matériels et moraux de leurs militants, comme si c'était eux seuls. Si on règle leurs problèmes, ça suffit. Le peuple, l'État va s'en charger. L'État va s'en charger. Alors, M. Nabaloum, très rapidement sur le volet fonction publique, avant qu'on continue. D'accord, sur le volet fonction publique, je vais donner ça, c'est vraiment un point de vue qui est personnel. Alors, pour moi, la fonction publique, c'est-à-dire que les fonctionnaires, ce sont les employés du peuple. Et les employés du peuple, c'est-à-dire que le peuple a confié un mandat à ses dirigeants. Et maintenant, les dirigeants engagent les fonctionnaires pour servir le peuple. Mais qu'est-ce qu'on constate avec notre fonction publique? On a une fonction publique, non seulement qui ne rend pas service au peuple, mais également qui ne rend pas service à leurs dirigeants. Donc, du coup, la connexion, c'est pourquoi il y a un décollage effectif entre ce que la volonté voulue par les dirigeants pour servir le peuple n'arrive pas. Parce que le maillon qu'est la fonction publique n'arrive pas à jouer ce rôle-là. Donc je suis parfaitement d'accord qu'il faut effectivement la refonder et en entraînant déjà avec la méritocratie. Voilà, c'est déjà un très bon début. Mais de mon point de vue, il est assez profond et il mérite véritablement une refondation réelle. Une refondation même au niveau de la justice. Le président entend combattre l'injustice. Alors c'est l'équité qui est dans le viseur à ce niveau. Il y a une réforme au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Naba Labidi, quel est le regard critique que vous portez sur cette volonté du président du FASO de réformer l'appareil judiciaire? Personnellement, je suis totalement en phase avec la vision du chef de l'État sur la question de la justice. Vous savez, notre pays, depuis 1960, a connu beaucoup de remous, a connu des insurrections, des coups d'État, souvent des révoltes isolées de population, et quand on regarde au fond, ces suites, en général, on peut tirer une question de justice mal gérée. On peut tirer une question de judiciarisation de quelque chose qui n'a pas été considéré
et que, ben voilà, les populations en sont venues à se révolter. Je voudrais tout simplement dire que c'est un monde qui est resté un peu ésotérique, un peu renfermé. Ésotérique. Oui, c'est-à-dire un monde particulier. Dans un monde. Voilà, tout à fait. Hein, dans un tout. Alors que, comme aux États-Unis, mais les magistrats devraient même être des élus du peuple. Aux États-Unis, mais on élit le procureur. Il est élu. Donc, je pense qu'ici, il y a un travail de fond qui doit être fait. De sorte à ce que nous puissions aboutir à une justice endogène, une justice qui est conforme à l'attente des peuples, à l'esprit du peuple burkinabé, et aussi qui est en conformité avec certaines normes universelles. Je dis universelles, je ne parle pas de normes internationales, mais de normes universelles. Parce qu'on a constaté que la réforme au niveau du Conseil supérieur de la magistrature a fait des gorges chaudes à un moment donné, mais ce que le chef de l'État recherche, c'est l'équité, mettre tous les citoyens au même niveau quand les questions judiciaires viennent à se poser. Naba Sebgo, appréciation sur la volonté du chef de l'État au niveau de la justice. Au niveau de la justice, je crois que c'est une bonne volonté de vouloir réformer les choses au niveau de la justice. Mais il faut être aussi très prudent parce qu'aujourd'hui, nous vivons une justice de 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Le Burkina vit une justice de 2 poids, 2 mesures. Le citoyen lambda, le pauvre qui a fait vol un poulet, il fait 1 an en prison. Et le ministre qui vole des milliards, il dort chez lui et il n'a pas de problème. En plus qu'il a la possibilité de prendre un avocat. Il a la possibilité, d'abord, il ne peut pas être jugé, il faut faire ceci, il faut passer par là. Il a même le temps tout de ça fuir. est anormal. Il a le temps de quitter le pays sans être inquiété. Ça, c'est du 2 poids, 2 mesures. Alors qu'on dit, devant le droit, nous sommes pareils. Nous sommes égaux en droit. Pendant que le ministre vole des milliards, il ne va pas en prison. Et le citoyen lambda vole un poulet, il se retrouve en prison. Donc ce côté, c'est déjà vu que c'est du 2 poids, 2 mesures. Donc moi, ces réformes-là, ma crainte est que on ne retombe pas dans une erreur où nous allons perdre les acquis de l'insertion de 2014. Parce que le problème, c'est quoi? Blaise Compaoré, au temps de Blaise Compaoré, la paternité de la justice revenait aux politiques. Et si aujourd'hui nous replongeons dans cette histoire de paternité judiciaire au retour aux politiques, ça veut dire que le président Ibrahim Traoré est là pour un temps. Qui vient demain? Et vous allez encore le confier la paternité de cette justice. Ça veut dire qu'on n'aura jamais de vraie justice. Non, le temps de toiletter. Voilà. Naba Labizi l'a dit, vous convenez également qu'il y a du 2 poids, 2 mesures. Voilà. Donc à un moment donné... Donc mon souhait est que des réformes soient faites afin de mettre tous les citoyens sur le même pied d'égalité face à la justice et que des garde-fous puissent être installés autour de la chose judiciaire pour qu'elle ne soit pas perturbée par les politiques demain ou après-demain. Demain ou après-demain. Alors, monsieur Traoré, sur la question de la justice, ce qui est recherché, c'est l'équité. Tout d'abord, mettre tous les citoyens... La question du droit est un serpent de mer. C'est un serpent de mer. Quelqu'un a dit un jour qu'un auteur congolais, Antoine m'a vendu son destin. Le droit est un instrument de classe, de domination. Il n'est pas fait comme ça. Et le droit consacre la souveraineté de l'individu tel qu'on a hérité chez le colon. C'est du copier-coller nous avons fait ici dans nos États. Le droit travaille pour l'individu. Naba venait de souligner tout de suite. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous passez dans les mailles du filet. Vous avez tout pour vous. Mais voler un œuf, on vous conduira directement en prison. Donc, le mal est profond. C'est tout un système. Il faut que le peuple soit aux affaires, qu'on légifère. Heureusement, nous sommes déjà en confédération. On va trouver des ajustements. L'État est en train de naître. On fait confiance. On parle peuple. Le camarade président parlant de la justice
a dit tous les rendez-vous manqués, il y a des gens qui sont hors sol. Les magistrats sont dans une autre sphère. Mais suivez mon regard, ce droit-là ne vient pas d'ici. Nous avons copié ailleurs. Le droit au Burkina est comme le droit en France. Il sert les individus des fortunes. Et c'est inadapté. Et c'est inadapté à notre vision des choses. Le président l'a dit, nul n'est censé ignorer la loi dans un pays d'analphabètes. Donc, le magistrat est un dieu vivant. Vous l'insultez, vous pouvez dormir en prison pour beaucoup de temps et on vous oublie. Donc, encore une fois, le camarade président a été pédagogique. Il explique, nous avons une justice inadaptée. Il faut l'adapter à nos conditions et que le droit doit parler du peuple, être au service du peuple et des populations et des masses laborieuses. Si on arrive à cet ABCD-là, c'est vraiment fondamental. Vraiment fondamental. Alors, M. Nabaloum, rapidement sur la question de la justice, la D'accord. vision du chef de l'État. D'accord. Pour arriver à la vision du chef de l'État, si vous reparcourez les images pendant toutes les allocutions du président, lorsqu'il a abordé la question de la justice, révisionnez les images, vous allez voir comment est-ce que ce point a marqué l'ensemble de ceux qui étaient sur place. Tellement ce point de la justice impacte individuellement les populations, indépendamment même. C'est un mal profond, on a entendu des applaudissements. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au-delà des dirigeants, c'est quelque chose qui touche les individus. Et on ne sait pas comment est-ce qu'il faut, comment il faut y arriver. Naba le disait, avant, effectivement, au temps de Blaise, il y avait une justice qui avait été décriée. Et je pense qu'avec Roch-Marc Christian Kaboré, on a dit c'est parce qu'on ne les paye pas beaucoup. Et des réformes ont été faites. Ils ne sont pas indépendants. Des réformes ont été faites. Mais malgré ces réformes, véritablement, le citoyen lambda souffre de la justice au Burkina Faso. C'est de ça que le président parle. Alors, si depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, la justice constitue toujours ce problème pour l'individu, il faille vraiment qu'il faut la réformer. Et je partage entièrement que le diagnostic doit être assez profond pour que, je partage aussi l'avis que le copier-coller du système judiciaire français il faut s'en débarrasser. Nos réalités, il faut se ça ne colle pas. Oser inventer l'avenir. Il faut oser inventer l'avenir. Naba l'avait dit, on va évoquer la question sécuritaire toute fois-ci. Le président a fait son diagnostic, il a fait un diagnostic assez clair, il a levé le voile sur un certain nombre d'éléments ayant abouti à même le fait que le terrorisme soit arrivé chez nous. La volonté est de recruter 10 000 hommes pour gonfler l'effectif, du matériel militaire sera payé. Et l'ambition, c'est de faire de l'armée burkinabé une armée jamais égalée dans la sous-région ouest africaine. Précision. Oui, vous savez que pour parler du terrorisme et de la solution efficace et efficiente contre ce mal qui nous a été imposé, c'est que c'est la force qui arrête la force. Ah oui, il a saisi de l'occasion pour montrer la posture burkinabé en ce moment, qui est de ne pas négocier avec... Mais bien sûr, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que des mécréants, des bandits, manipulés, organisés, institués pour venir massacrer leur propre peuple, leurs propres frères, avec des armes blanches, souvent des armes à feu, qui brûlent des greniers. Face à de tels individus qui décapitent, il n'y a que la force militaire, la force de l'arme qui peut les neutraliser. Après, quand ils se sentiront acculés jusqu'à leur dernier retranchement, eux-mêmes créeront les conditions pour justement déposer les armes. De toute façon, de façon isolée, quand nos FDS et nos VDP sont sur leur trousse et qu'ils sentent qu'ils sont en faiblesse de s'opposer au feu positif, mais ils jettent les armes. Ça veut dire qu'ils abdiquent. Donc, si notre armée est assez puissante,
Aucun autre pays n'envisagera d'ailleurs participer à cette grande manipulation orchestrée depuis l'Occident pour venir nous recoloniser. Alors, Naba Sebgo, le chef de l'État, a dit également que les nations qui ont refusé de nous vendre ces armes, à eux seront retirés les permis d'exploitation, eux qui exploitent en ce moment nos sous-sols. Appréciation? Ça, c'est normal, c'est du œil pour œil, dent pour dent, parce que nous sommes dans un monde où aujourd'hui il faut aller à double sens. Il faut aller à double sens. Celui qui te respecte, tu le respectes. Celui qui se fout de toi, tu te fous de lui. Puisque aujourd'hui, vous avez des armes. C'est par vous que nous pouvons avoir des armes pour nous défendre face à l'ennemi. Vous refusez de nous vendre et vous venez exploiter notre sous-sol. Je crois que là, le président a tout dit. Il faut retirer ça. Purement et simplement les permis d'exploitation. Retirer et même confisquer le matériel qui se place, puisqu'ils n'auront pas le temps de reboucher les trous qu'ils ont fait. Oui, il y a une catastrophe. Vous creusez, vous fouillez, vous utilisez des poisons, cyanure et autres. Et si on vous chasse comme ça, le reste, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut quelque chose pour compenser. Le matériel qui est déjà là, vous bloquez, ça ne quitte plus. Et après, nous allons nous débrouiller pour reboucher nos trous. Alors, monsieur Traoré, il faut... Ce qui est bien et très appréciable du côté du capitaine, il a étudié de façon approfondie le mal. En fait, le terrorisme, c'est qui nous fait la guerre. Il a fait un diagnostic assez clair là-dessus. Étude approfondie, comment ce phénomène-là est. Il disait au peuple du Bénin et de la Côte d'Ivoire, nous sommes votre avenir. Hier, nous avons nourri, hébergé les terroristes, les bases militaires françaises. Ils jouent, ils mettent le feu et ils viennent jouer aux sapeurs-pompiers. Peuple du Bénin, si vous continuez, ou peuple de Côte d'Ivoire, si vous nourrissez les terroristes, un jour vous aurez face, le terrorisme naîtra. Donc, le capitaine fait une analyse scientifique. Quelque part, nous avons nourri le terrorisme en accordant à ceux qui ont créé le terrorisme, on leur permet de voler nos richesses, ce pour lequel le terrorisme est né. On explique toujours et on ne cessera jamais de l'expliquer. C'est pour nos richesses qu'on nous fait la guerre. Divertir le peuple, engager... C'est la recolonisation. Si vous étudiez le phénomène terroriste, il n'est nulle part que sur les terres fertiles, les terres qui regroupent beaucoup de ressources. Que ce soit en RDC Congo, partout où il y a eu la guerre, l'impérialisme ne change jamais sa façon de s'asseoir. Partout où il y a les ressources, ils mettent le feu, ils créent le terrorisme, ils installent leur base militaire pour mieux exploiter. Pour mieux installer et ils mettent les politiques à leur service. Pendant ce temps, vous jouez à la politique et eux, ils ramassent vos ressources. Donc, et ils ont le courage et l'honnêteté de nous dire que eux, l'impérialisme ne poursuit que des intérêts. Et ils font fi de nos intérêts. Pour mieux, nos vies ne comptent pas pour l'impérialisme. Ils sont prêts, ils veulent le Burkina sans les Burkinabés. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. C'est le message que donne le terrorisme sur le continent. Du nord au sud, partout où il y a du terrorisme, là-bas, en dessous des pieds des indigènes, comme ils nous appellent, ou bien en dessous des pieds des esclaves ou des sauvages, il y a la richesse. C'est nos richesses qui nous attirent le terrorisme et ils veulent recoloniser nos terres. Il faut une juste compréhension du phénomène terroriste. Allons-y donc avec eux, formons-nous militairement comme le camarade président a dit. D'accord. Formons-nous militairement comme le camarade président a dit. À l'école de la formation militaire, nous apprenons la discipline. Et puis bonjour la liberté. Et bonjour la liberté. Monsieur Nabadoum, il faut purement et simplement retirer les permis d'exploitation à ceux-là qui ont refusé de nous vendre les armes dans un passé récent pour que nous nous défendons face aux terroristes. Oui, c'est tout à fait normal. Je joins ma voix à celle du Naba pour dire que effectivement, le terrorisme qui nous a été imposé, et comme le doyen Traoré vient de le souligner également, c'est vraiment pour exploiter nos ressources. Et le président, lorsqu'il a commencé son discours, il a d'abord fait un cours historique
où il a relaté comment est-ce que l'impérialisme organise sa domination des autres. Et ce qui caractérise exactement la situation dans laquelle on nous a engagés dans cette question du terrorisme. Mais le réconfort que le président donne, c'est l'appel aux fils et aux filles de Burkina Faso de faire très attention avec ces impérialistes, avec ces colons, avec leur projet funeste de terrorisme, parce qu'en réalité, ils ne veulent que se servir des Burkinabés pour nuire au peuple burkinabé et exploiter gracieusement ses ressources. Donc, si l'impérialisme, le terrorisme nous a été imposé par ces mêmes impérialistes-là, pourquoi est-ce que nous allons les accorder cette facilité de venir toujours prendre nos ressources, alors qu'on sait très bien que c'est eux qui, de nuit, encore réarment et soutiennent ces terroristes-là. Je pense que c'est un appel qui est très fort, mais aussi pour les Burkinabés, parce qu'il a été très précis sur ce point. Les Burkinabés, qui sont les valets locaux, qui sont les esclaves de salon, doivent effectivement se réveiller pour dire que le fait de vouloir pactiser pour quelques billets de dollars, c'est le terme qu'il a utilisé, ça ne fera pas de vous autre qu'un Burkinabé. Vous serez toujours Burkinabé. Et les Mossés disent ne couvrir. Alors, et il a encore appelé au patriotisme, où il a cité la citation de Donald Trump pour dire que rien ne vaut l'amour de la patrie. Au niveau de l'urbanisation, la volonté affichée, c'est d'aller vers les HLM, construire désormais en hauteur. Nabal Abidi, quel est le regard que vous portez sur cette vision également, d'un point de vue de l'urbanisation de nos pays? Non, vous savez, ici, on est en train de réparer des politiques désastreuses, conduites dans des conditions d'élitisme et d'élection. Et donc, depuis 1960, on n'a pas eu de vision ni en matière d'autosuffisance alimentaire, ni en matière de logement, d'urbanisation et d'urbanisme, ni en matière d'énergie, rien du tout. Thomas Sankara est venu... Tout est à refaire. Voilà, Thomas Sankara est venu donner le référentiel. Les autres qui ont suivi, bon, Blaise Compaoré, en premier, a voulu ramener un certain nombre de choses qui ne concouraient pas véritablement à développer le Burkina Faso. Si fait que l'urbanisme, c'est un pan de beaucoup de chantiers de développement, n'est pas en reste. Aujourd'hui, la question est claire. Quand nous prenons le développement communal, qu'est-ce que nos maires ont fait depuis tous ces temps? Les non-lotis, les gens se sont accumulés dans les non-lotis. Il n'y a pas eu de politique pour justement donner à ces populations-là un lopin de terre. Tout simplement parce qu'il faut les maintenir comme ça. Il y a les uns et il y a les autres. Donc, pour répondre à la question, le camarade capitaine Ibrahim Traoré a vu clair. Il faut construire en hauteur. Il y a des non-lotis qui encadrent Ouagadougou. Il faut regarder, construire en hauteur, donner à ces gens-là un meilleur espace d'épanouissement. Voilà. Alors, on va aller très rapidement. Le temps qui nous est imparti est presque à terme. Au niveau de la santé, Naba, le chef de l'État entend donc construire des centres de santé communautaires avec pour objectif de réduire les déplacements des populations en province. Appréciation. Qu'est-ce que ça va apporter au niveau donc de la santé et de l'épanouissement des populations? Oui, les centres de santé, c'est comme au temps de la Révolution, il y avait les postes de santé primaires, ou qu'est-ce qu'on appelle les CSPS. Voilà, en son temps. Je crois que ça va rapprocher le citoyen, le villageois, n'importe où que tu sois, à un centre de santé. Réduire les distances. Réduire les distances, réduire les dépenses. Mais il va falloir qu'il jette aussi un coup d'œil sur les services de santé
privés et publics, privés, je veux dire, les cliniques. Parce qu'aujourd'hui, comment un Burkinabé, un pauvre qui ne peut pas avoir 500 francs par jour, peut aller payer une chambre à 30 000 francs pour pouvoir se faire soigner. 30 000 francs par jour, comme si tu étais dans un hôtel 5 étoiles. Donc il faut revoir ce côté-là. Parce que ça se complète, les cliniques et les postes de santé de l'État se complètent. Donc il faut franchement rejeter un regard là-bas. Que le Burkinabé ne paye plus une chambre à plus de 10 000 francs, à un montant comme ça, pour soulager quand même la population. Je ne peux pas aller pour me soigner et c'est l'hôtel que je paye d'abord. Non, il faut payer juste ce qu'il faut pour la chambre et payer tes soins. Maintenant, la facture du docteur est facturée, l'autre est facturée, tu payes. Mais si la chambre seule doit bouffer tout ce que tu as, moi je crois que nous sommes dans un pays où nous croyons, nous avons les pieds en l'air. Il faut revenir sur terre. Il faut revenir sur terre. Alors, M. Traoré, avec vous, nous allons aller dans le volet éducation parce qu'on a moins de temps. Et alors, c'est des complexes dans les communes qui seront érigés. Alors, c'est une éducation de qualité qui sera recherchée. Des valeurs seront inculquées dès l'école primaire en passant par la formation militaire, civile et patriotique. Appréciation? Un peuple sain pour un développement sain. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous alignez. Maintenant, quant au système éducatif, le camarade président a dit qu'on va rattraper les années à l'université. Ouais, pour éviter les chevauchements. L'école burkinabé produise des gens qui sont au service de l'épanouissement du peuple burkinabé, le mieux-être. On vous forme, chacun doit être à même. Quand vous avez été scolarisé, vous savez faire beaucoup de choses avec vos 10 doigts et votre tête, ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc, le système éducatif est à refaire complètement. Alors, encore une fois, le camarade président est un fin observateur de sa société. Il met le doigt où ça fait vraiment mal. Ici, quand vous avez fait l'université, vous êtes hors sol. L'école fabrique des gens qui ne sont pas dans la réalité de leur milieu. Pour que, ailleurs, les géologues, les botanistes produisent du résultat. Ici, nous avons de grosses têtes, mais que font-ils de leur savoir? Vous allez trouver, le paysan, on l'accuse, ou l'agriculteur, on l'accuse, de ne pas utiliser les moyens modernes. Mais c'est un analphabète. Ceux qui savent, connaissent l'agriculture, ne pratiquent pas l'agriculture, ils vivent de l'agriculture de l'extérieur. Donc, encore une fois, nous allons faire, le camarade demande, projette une école adaptée à notre société. On fabrique des gens, des ingénieurs, nous avons besoin de technologies, des ingénieurs, des gens qui savent faire beaucoup de choses avec leurs 10 doigts et leur tête. Encore une fois, tout le discours du camarade président, la question du Burkinabé. D'où venons-nous, qui sommes-nous et où nous voulons aller et nos rapports avec le monde. Encore une fois, vive l'AES pour des bonheurs. Et à ce niveau, un accent particulier sera donc donné à la formation professionnelle. Alors, monsieur Nabaloum, avec vous, nous allons évoquer l'aspect communication et culture. Pour ce qui est de la communication, c'est un recadrage qui sera opéré et ce faisant, un appel a été lancé à observer un comportement communicationnel mettant l'intérêt supérieur de la nation. Alors, je dirais que je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais pour joindre ma parole au doyen Traoré, où il précise que le chef de l'État a ce génie-là de mettre le doigt sur ce qui touche le Burkina d'aujourd'hui et ce qu'il faut corriger. Nous avons tous suivi à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, excusez-nous, vraiment vos confrères qui véritablement, nous en tant que citoyens, souvent on se demande est-ce que c'est vraiment votre boulot que vous faites? Parce qu'on a l'impression que vous faites le choix. Oui, on a l'impression que vous faites le choix entre votre boulot et la nation. Alors que c'est parce qu'il y a la nation que vous faites votre boulot. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand vous prenez des Burkinabés qui s'établissent à l'extérieur... C'est ce qui entrave la reconquête du territoire. Entre autres, puisque si vous ne pouvez pas avoir une communication qui aide, qui encourage les soldats même qui sont sur le front. Oui, les soldats, les VDP qui ont accepté de s'enrôler pour aller défendre la nation.
vous n'avez pas pu leur produire des félicitations, des encouragements, ne serait-ce que ça. Et au détriment, c'est pour vraiment les vilipender. Vraiment, on est vraiment très mal à l'aise avec ça et on va toujours combattre ça. Vous avez des Burkinabés qui sont établis à l'extérieur et qui, quand vous les écoutez, vous vous demandez si vraiment est-ce qu'ils sont vraiment nés au Burkina Faso. Est-ce qu'ils ont vécu au Burkina Faso? Lorsque vous prenez par exemple le monde impérialiste, vous voyez les différents médias. Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent et comment est-ce qu'ils communiquent pour leur pays? Ce que le président demande, c'est ça. Soyez des journalistes patriotes. Parlez pour votre pays. Il a même ajouté, si c'est ma personne que vous ne voulez pas, communiquer pour le pays. Communiquer pour le pays, voilà donc qui est bien dit. Alors ça sera le dernier mot pour cette édition. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est à terme, alors qu'il y a beaucoup d'autres aspects qu'on n'a pas pu évoquer. Mais ce n'est que partie remise, on y reviendra très sûrement. C'était à l'instant M. Abdoulaye Nabaloum, le président de la Fédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, Campao. Merci d'être passé, M. Nabaloum. Merci à vous. Merci à vous, Alouna Traoré, militant de la Révolution d'août 83, pour vos analyses sur ce sujet d'intérêt. Je vous remercie également. Merci à vous, Nabal Abidi. Vous êtes le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso, Faso Cause. Merci d'être passé. Merci Dabira, merci à tous. Merci à vous, Nava, c'est vous êtes chef coutumier et analyste politique. Merci pour vos critiques et regards sur cette actualité. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous faites le plaisir de nous suivre tous les jours sur la C360 et à très vite avec un autre sujet de débat d'actualité.